Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Nous sommes le 20 janvier, autrement appelé le Blue Monday, le jour considéré comme le plus déprimant de l'année. Parmi les populations touchées, il y a les jeunes et les étudiants dont les études montrent que le moral n'est pas au beau fixe. On va parler de tout cela avec nos invités dans la première partie de l'émission. Le passage de l'enfance à l'âge adulte peut donner quelques sueurs froides. C'est en tout cas l'ambiance du dernier livre de Jim Bishop sur ce thème. Ça s'appelle L'Enfantôme, paru aux éditions Glénat. On en parle avec lui dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan fera la lumière sur le Vendée Globe et l'histoire de cette folle course en mer avec Charlie Dalin, bien entendu. Mais avant cela, place à l'actualité d'éducation avec Guillaume. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter, c'était jour de rentrée pour les professeurs à Mayotte, un retour à l'école dans un contexte de reconstruction. Et qui a surtout été décalé à la suite du passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi. Le ministère fait savoir justement ce lundi que les personnels seront donc amenés à élaborer un plan de reprise des activités scolaires qui sera communiqué aux familles d'ici vendredi. Concernant la sécurité, on a 66 équipiers mobiles qui ont été recrutés en renfort des 72 déjà positionnés au sein de l'académie. Ils vont notamment assurer la sécurisation des collèges et des lycées. Par ailleurs, 300 agents de prévention recrutés en parcours emploi. Conséquence, là aussi, formés par la sécurité civile, vont veiller à la sécurité des écoles. Un service de soutien et d'écoute a également été mis en place pour les professeurs et le personnel éducatif. Et concernant le matériel scolaire, le ministère va fournir 5000 kits de fourniture aux élèves mahorais, composés de sacs à dos, de cahiers de stylo ou encore de crayons à papier. Alors toutefois, il faut savoir que selon le recteur de Mayotte, sur les 221 écoles administratives que compte l'île, 39 sont en incapacité de fonctionner. Les syndicats appellent justement une grève illimitée. Ils réclament notamment une aide exceptionnelle de 2000 € pour les personnels de l'éducation nationale. Voilà, on parlait des parcours emploi compétences pour les PEC. Ce week-end, les sénateurs ont voté le premier budget de l'État. Ils ont adopté les moyens de la mission enseignement scolaire dans le projet de loi de finances pour 2025. Les débats avaient été suspendus. Ensuite, on s'en souvient, à la motion de censure de l'ancien gouvernement, motion adoptée à l'Assemblée nationale, c'était en décembre dernier. Par rapport à la loi de finances de l'an passé, de 2024, les moyens restent stables, un peu plus de 64 millions d'euros. Un amendement de dernière minute avait toutefois été déposé par le gouvernement. Il prévoyait 52 millions d'euros d'économies pour l'enseignement scolaire. Ce dernier a été rejeté par les sénateurs. Elisabeth Borne relance un sujet épineux, celui des vacances scolaires d'été. La ministre de l'Éducation envisage de les raccourcir. À l'horizon 2026, je cite, les coupures longues se traduisent par des pertes de niveau pour les élèves les plus fragiles, estime donc l'ex-première ministre dans les colonnes du Parisien. Des congés qui ont déjà été raccourcis pour les élèves en difficulté. Sinon pour les autres, c'est 8 semaines l'été pour nos voisins à titre de comparaison. 6 semaines en Allemagne ou aux Pays-Bas, entre 7 et 9 pour la Belgique, 10 à 12 pour l'Espagne et les Balkans, et même plus de 12 semaines de congés en Italie ou encore en Grèce. Un sujet qui a mis en colère justement Benjamin Amar, il est professeur d'histoire géo. C'était au micro RMC vendredi dernier dans l'émission Estelle Midi. Honnêtement, de qui se moque-t-on? Non seulement Elisabeth Borne n'est pas la première à avoir cette idée-là, mais on pourrait faire un inventaire à l'après-vert de tous ceux qui ont mis en avant cette idée pour faire un peu de mousse. Moi, Madame Borne, je lui suggérerais une priorité, en toute humilité. Vous savez, la France, dans le classement OCDE, elle paye moins bien ses profs que la Colombie. Sérieusement, on est dans un 6e ou 7e puissance mondiale et on paye les profs français moins bien que les profs colombiens. Il y a une priorité pour les enseignants en France, une priorité, c'est d'avoir des revalorisations salariale. Face aux sénateurs, la ministre de l'Éducation nationale a dit qu'elle allait lancer une grande concertation sur ce sujet. Rappelons-nous qu'en 2023, c'est Emmanuel Macron qui avait mis sur la table justement ce débat, estimant qu'il fallait repenser ces temps dans l'année. Pour lui, on n'avait pas les mêmes compétences d'un mois à l'autre, et notamment s'il y avait une longue période de pause selon le chef de l'État. Sur le plan judiciaire à présent, ouverture aujourd'hui du procès des parents d'Amandine, cette jeune adolescente qui était morte de faim en août 2020. Les photos de la jeune fille avaient choqué. 13 ans, seulement 28 kilos pour 1,55 m. Et à la barre, donc, sa mère et son beau-père qui sont jugés aux assises de l'Hérault pour acte de barbarie et privation d'aliments suivis de mort. Pendant près de 5 mois, en fait, l'adolescente a été écartée du reste de la famille, enfermée, parfois nue dans un débarras équipé de caméras
surveillance qui était connectée au téléphone de ses parents. Des signalements de la part d'écoles primaires avaient été faits pour maltraitance à son égard. Néanmoins, les enquêtes avaient été classées sans suite. Amandine avait même dénoncé sa mère avant de se rétracter. À présent, c'est à la justice de se prononcer. Le procès va se durer toute la semaine. Et sur un tout autre sujet maintenant, ce lundi 20 janvier marque le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. 4 ans après l'avoir quitté, et lui qui a été élu le 5 novembre dernier par les Américains, Donald Trump a donc été investi 47e président des États-Unis au terme d'une cérémonie très codifiée qui s'est déroulée au sein du Capitole, cette fois-ci à Washington DC. Oui, la capitale fédérale qui a connu la neige et le froid, ce qui a provoqué un petit changement de programme. Cela n'a pas empêché cette Inauguration Day. Le candidat républicain donc a prononcé un discours. Il a prêté serment en prononçant cette phrase: je jure solennellement que j'exercerai fidèlement en fonction de président des États-Unis et que, au mieux que je peux, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Son vice-président également, Jill Evans, prêtera notamment serment et prononcera lui aussi un discours. Une date qui marque également l'entrée au gouvernement d'un certain Elon Musk, le patron de X, en charge de l'efficacité gouvernementale, un réseau social X qui est en train d'être déserté par ses utilisateurs en France. Avec l'initiative d'un collectif Hello Kit X qui appelle justement les utilisateurs français, en particulier les institutions, les médias, les politiques, à quitter ce réseau social. La mairie de Paris, l'Institut Pasteur, la Ligue des droits de l'homme, La Voix du Nord, Greenpeace ou il y a peu Le Monde, donc qui ont décidé de quitter le réseau social. Et du côté des syndicats, là aussi, le syndicat Sud Éducation, encore SNES, FSU, ont suspendu leur activité sur l'application. Le collectif qui dénonce un manque de modération et surtout la diffusion de discours toxiques au sein de ce réseau social. Merci beaucoup Guillaume. Si le 3e lundi de janvier est considéré comme le jour le plus déprimant de l'année, appelé donc le Blue Monday, c'est peut-être d'autant plus le cas pour les jeunes et les étudiants. Depuis des années, les études sur la santé des jeunes sont alarmantes. On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Guerchen Pinon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue, président et cofondateur de plusieurs applications. Celle-ci en particulier, BREMK, qui s'écrit B-R-E-M-K, qui parle d'hypnose, mais justement pour la santé mentale, notamment des jeunes, peut-être des plus vieux aussi. Ça concerne tout le monde, malheureusement. Oui, c'est ça. Amélie Bokobza, bonjour. Bonjour. Vous êtes également psychologue. Merci d'être avec nous par Skype, Amélie. On va parler de ce Blue Monday qui est évidemment un prétexte pour aborder le sujet de la santé mentale chez notamment les plus jeunes, chez les étudiants. Quand on sait qu'une partie de la population est sujet à la dépression hivernale, est-ce qu'on peut dire clairement que les populations les plus jeunes sont touchées, Guerchen Pinon ? Ah oui, je pense que là, de plus en plus, les statistiques vont pas dans un sens qui est très positif sur la psychologie et la santé mentale. Et oui, je pense qu'on est quasiment sur un jeune sur deux qui semble être touché par des symptômes anxieux ou dépressifs. Et quand on prend un petit peu de recul et qu'on essaye d'observer les choses avec un peu plus d'angle, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi expliquer cela. Et on ne voit pas encore vraiment qu'est-ce qui pourrait faire qu'on arrive à inverser cette tendance, mis à part démocratiser, si je puis dire, ce niveau de communication et ce sujet, et le rendre accessible à tous en tout cas. Alors c'est ce qu'on essaie de faire justement aujourd'hui, et tant mieux, merci beaucoup de le partager avec nous et de nous donner effectivement toutes les bonnes solutions pour pouvoir à la fois parler de cela et puis communiquer avec les plus jeunes. La France est le premier pays européen quand même consommateur d'antidépresseurs en Europe. Alors évidemment, je me pose la question, Amélie Bokobza, pourquoi ce climat de déprime particulièrement en France ? Écoutez, il y a quand même un état, à mon avis, de la situation, que ce soit les crises économiques, les crises sociales, le climat, tout ce qu'on peut entendre. Tout ça a été exacerbé aussi, en tout cas c'est ce qu'on constate en cabinet, exacerbé aussi depuis la pandémie. Clairement, depuis 5 ans, moi j'ai jamais reçu autant de gens. D'abord, je n'ai jamais reçu autant de gens en cabinet, ça c'est clair, il y a quand même une augmentation considérable, et je n'ai jamais reçu autant de gens stressés, anxieux, qui vivent des crises d'angoisse, des états de panique, des états dépressifs, et a fortiori des jeunes, en effet.
Alors effectivement, il semblerait que ce soit accentué avec la pandémie de Covid, mais en fait quand même une étude de l'European Health Interview Survey montre qu'environ 6% des Européens, et la France au top de la liste, souffraient déjà de syndrome dépressif en 2019, donc bien avant le Covid. Donc manifestement, il y a quand même un état général en Europe qui est très très présent. Est-ce que vous avez un avis sur la question, Gershon Pinon? Alors ouais, j'ai un avis parce que j'ai souvent essayé de donner du sens à pourquoi on peut observer de plus en plus justement de mal-être. Et je me dis, il y a aussi une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à d'autres modèles de vie qu'avant on ne percevait pas. Aujourd'hui, on allume LinkedIn, on a l'impression que le SMIC est à 10 000 euros par mois. On allume Instagram, on a l'impression que la vie, elle est en permanence au soleil, en train de surfer tous les jours et s'éclater. On allume tous les réseaux et quelque part, on est nourri de modèles concrets, c'est-à-dire des images, des récits, mais dont on sait qu'ils sont un enrobage, dont on sait qu'ils sont aussi une fraction de la réalité, un petit peu embellisée, si je puis dire. Et quelque part, je pense que ça, c'est la comparaison sociale, c'est un processus, quand on étudie la psycho, qui est automatique. On ne peut pas ne pas se comparer. On démarre un sport, on prend un expert, même si la source de comparaison, elle n'a aucun sens, on est obligé de le faire. Donc, quelque part, cette comparaison, soit elle amène quelque chose d'agréable, soit elle amène quelque chose de limitant. Et quand on voit un petit peu toute cette irréalité dans laquelle on peut être bercé, ça peut aussi nous confronter que nous, notre vie, elle n'est peut-être pas forcément évidente. Je me mets dans la tête d'un étudiant qui aujourd'hui, comment je vais faire pour gagner ma vie, comment je vais faire pour être connu, comment je vais faire pour être quelqu'un, comment je vais faire pour moi aussi faire partie de ce game-là. Et je pense que ça peut créer beaucoup de choses quand on voit le temps que l'on passe sur ces réseaux et donc d'être nourri par ces modèles. Alors effectivement, la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, qu'on appelle donc la DREES, explique en effet que la cause serait l'utilisation constante des téléphones portables et des réseaux sociaux. Depuis 2010, je cite, qui peuvent avoir de multiples effets nocifs sur les jeunes, favorisant des comparaisons sociales néfastes, je cite toujours, intensifiant les préoccupations autour de l'image corporelle, réduisant la durée du sommeil, augmentant les risques de cyberharcèlement. Amélie Bokobza, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec tout ce que vous dites et j'ajouterai à ça quelque chose que vous n'avez pas dit, qui est quand même dans le problème de cette hyperconnexion et du chat de manière générale, c'est qu'il n'y a pas le corps, il n'y a pas le toucher, il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas le visage, il n'y a pas l'être humain, si vous voulez. En réalité, que ce soit dans les échanges qu'ils peuvent avoir, même par téléphone, il n'y a finalement que la voix comme élément corporel. Et la réalité, c'est qu'il y a quand même un grand manque de vrai contact humain, si vous voulez, qu'on peut avoir dans le sport, dans l'art, dans le lien social de manière générale, dans la solidarité. Tout ce qui fait la sociabilité humaine. Et à mon avis, ça, c'est un énorme problème. Effectivement, ce rapport avec le corps, il est d'autant plus dramatique, Amélie Bokobza, qu'en septembre, il y a une très nette augmentation des passages des 11-17 ans aux urgences, remarquée par SOS Médecins, pour lésions auto-infligées, intoxication médicamenteuse et idées suicidaires. Et c'est également publié par Santé publique France. Donc on le voit bien que le rapport au corps, en plus, est très nocif, toxique. C'est clair, ce rapport au corps, il est extrêmement toxique. Ça aussi, je le constate en cabinet. Vous voyez, chez les jeunes, énormément de scarification, de comportements, de passage à l'acte de ce type, si vous voulez, même si on ne va pas nécessairement jusqu'aux tentatives de suicide, et encore que c'est extrêmement fréquent aussi. Mais il y a cette réalité aussi sur les réseaux ou sur Internet de manière générale, mais sur les réseaux sociaux, c'est frappant. La moindre maladresse, la moindre opinion mal perçue qui peut entraîner ce qu'on appelle le cyberharcèlement, mais ça peut vraiment entraîner une cancel culture, quoi. Vous vous faites lyncher d'un seul coup sur les réseaux sociaux, c'est la descente aux enfers, et les conséquences évidemment sur l'estime de soi, sur le sentiment d'appartenance, les conséquences sont catastrophiques à ce niveau-là. Est-ce que... Alors, on va parler effectivement à la fois du constat et des méthodes qui existent. Vous avez mis au point, Gershon Pinon, plusieurs applications qui sont en lien avec l'hypnose. Quand vous voyez des jeunes filles, déjà, est-ce que vous en voyez, ce sont souvent des filles qui se scarifient. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir travailler aussi avec ces jeunes par le biais justement de l'hypnose ?
Oui, il faut voir l'hypnose comme un outil d'accompagnement thérapeutique, hein, et non comme la solution magique ou miraculeuse à quelque chose. C'est bien de le rappeler, oui, effectivement. Ouais, bien sûr. L'hypnothérapie est un outil fabuleux, extrêmement efficace en cabinet thérapeutique, qui a un champ d'action autour des réactions émotionnelles, autour des patterns d'action comportementales. Et donc, dans l'accompagnement thérapeutique que l'on peut faire en cabinet ou via d'autres méthodes, moi je dis que dès l'instant, un humain met le pied et décide de se prendre en charge mentalement, c'est déjà un pas. On gagne quelque chose par rapport à quelqu'un qui souffre et qui n'ose pas franchir le pas. Mais donc l'hypnose peut être un très bel outil d'accompagnement pour aller explorer un petit peu cet univers et modifier certains schémas émotionnels ou comportementaux. C'est vrai que faire le pas, c'est très compliqué. On l'a vu pour l'état d'harcèlement ou d'enfants qui sont victimes de violences, notamment à l'école, avec le système des boîtes aux lettres, les papillons, qui est l'association qui avait mis ça en place, que je trouve absolument génial. Parler, c'est compliqué. Est-ce que aussi ces chiffres sont assez forts parce qu'il y a un meilleur diagnostic? C'est la question qu'on se pose, Amélie Boukobza. Est-ce que vous pouvez me répéter si les chiffres sont assez forts parce qu'il y a un meilleur diagnostic? Enfin, est-ce que ces chiffres sont en hausse aussi parce que finalement on diagnostique plus effectivement les enfants ou jeunes qui sont en état de déprime ou de dépression? Oui, d'une part, mais aussi parce que aller chez le psy ou la santé mentale, ça s'est quand même démocratisé. Il faut quand même le dire, ça c'est une réalité aussi. Quand je vous dis que les consultations ont augmenté, il y a quand même aujourd'hui une plus grande possibilité, une plus grande facilité. On va chez le psy, on va parler beaucoup plus qu'on le faisait avant, même si c'est pas encore assez, même si c'est pas encore assez démocratisé. Même s'il n'y a pas l'offre de soins qui peut répondre à l'ensemble des besoins, ça c'est une autre réalité aussi, mais je pense que ça rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est le bon côté des réseaux sociaux, ça justement, le fait que la psy, le côté santé mentale, c'est un sujet qui soit démocratisé sur les réseaux? Bien sûr, ça c'est quand même important. On le voit sur Instagram, alors je peux regarder sur Instagram, il y a quand même tout un panel de choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a des super outils qui sont proposés. Il y a beaucoup d'accompagnement qui peut être fait. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui permet aussi de libérer la parole, de sentir qu'on n'est pas seul, d'entendre d'autres récits, de pouvoir s'identifier, de pouvoir se retrouver dans ce qui est énoncé. Ça, c'est fabuleux. Après, sur le terrain, à mon avis, ça manque encore de praticiens et d'accès, malheureusement, aux soins. Vous voyez, on a les cabinets qui sont complets. Donc, c'est compliqué aussi d'offrir quand il n'y a plus de place, quand on ne peut plus. Alors, effectivement, quand il n'y a plus de place ou quand on n'a pas les moyens de s'offrir une consultation, et ça, c'est aussi un sujet, on l'a vu pour de nombreux des adolescents et de jeunes étudiants. Déjà, se nourrir n'est pas évident, se loger encore plus. Et alors, pour le coup, la santé, qu'elle soit physique ou mentale, est totalement mise de côté. Bien que quand il y ait une question physique et qu'il y ait une urgence, on n'a souvent pas le choix que de se soigner, et fort heureusement. Mais souvent, on laisse de côté la psy, non? Et oui. Oui, c'était le constat, et c'est ce qui a donné la naissance à Brink de notre côté. C'est nous de réussir à amener une pierre pour tous ces jeunes, pour tout individu qui n'a pas forcément les moyens d'aller payer une consultation entre 50 et 80 euros la consultation, dont on sait que ce n'est pas une consultation qui va amener l'effet bénéfique sur notre santé mentale, mais bien aussi la continuité, le prolongement et la récurrence. Donc c'est en ce sens que l'on a souhaité apporter un outil à ces personnes, et aussi grâce à nous, notre application, c'est de pouvoir aussi toucher la cible de personnes qui ont envie de se prendre en charge, mais qui ont aussi des craintes d'aller parler à quelqu'un, ou qui ont ces peurs-là de se mettre à nu et qui aimeraient plutôt rester dans l'intimité. Et c'est en ce sens que l'hypnothérapie, à ce moment-là, digitale, elle peut permettre d'amener un vrai pas, une vraie petite pièce qui est apportée dans son cheminement avec soi-même. Pour vous, ça paraît extrêmement évident, l'hypnose digitale. Oui. Pour d'autres, peut-être que c'est un peu abscon. Est-ce qu'on pourrait quand même essayer de comprendre forcément ce que ça veut dire? Non pas faire la promotion de l'application, de juste comprendre ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut se livrer finalement intimement à quelqu'un qui est face à un écran, d'entendre quelque chose qu'on ne va pas raconter, mais qu'on va vraiment raconter. Vous voyez, c'est bon. Parce que il faut qu'on rentre dans la technique de l'hypnothérapie, mais la beauté de cet outil thérapeutique réside dans le fait que l'art de la communication hypnotique, en fait, n'est quelque part qu'une sorte de leurre qui amène l'individu, avec son conscient et son inconscient, à faire le travail. En fait, l'art de l'analyse et du travail thérapeutique ne réside pas dans ce qui est dit par le thérapeute, mais dans l'enrobage qui va permettre à l'individu de venir mettre sa réalité
inconsciente. D'accord. Et donc en fait, si vous voulez, pourquoi l'hypnose peut très bien s'appliquer à un niveau digital et en autonomie, c'est que c'est l'individu sous hypnose qui fait le travail et non pas l'hypnose qui fait le travail. Vous comprenez ce que Mais ça, c'est valable dans tout. Et là, je vous fais réagir, Amélie Bougobza. Face à un psychologue aussi, finalement, ce n'est qu'un moyen de faire son propre travail et d'amener ses propres réponses, non ? Tout à fait, c'est quand même. Alors, on est là pour accompagner, on est là pour guider quand même, on est là aussi pour questionner quand la parole elle est un petit peu difficile à sortir parce que ça arrive. Donc, on est là pour guider là-dedans, pour donner une trame, mais en effet, le travail se fait quand même du côté du patient. Il faut qu'il soit actif et partenaire dans le dispositif, sinon ça reste extrêmement compliqué. Et chez les jeunes, il y a la famille aussi qui entre en ligne de compte et qui, à mon avis, est aussi un peu trop souvent écartée. Quelles sont les méthodes justement que vous employez pour réussir à capter, ou à capter l'attention du moins de ces jeunes que vous recevez? Souvent, ils ne veulent pas venir d'eux-mêmes, hein, ce sont les parents qui les accompagnent. Alors, c'est quelque chose que je demande toujours quand ils viennent la première fois. Je reçois toute la famille en général et je demande qui voulait être là. Est-ce que c'était leur souhait ou pas? Et puis, ce qui fonctionne assez bien, c'est que je crée dès la première séance un partenariat avec eux dans lequel je rappelle la confidentialité de la séance, le secret professionnel auquel je suis tenue, c'est-à-dire que passé cette séance, les parents sortiront et que tout ce qui sera dit ici restera ici, qu'eux, ils en font ce qu'ils en veulent, mais en tout cas, moi, je suis tenue à ce secret-là. Et que quand bien même leurs parents viendraient me demander ce qui s'est dit pendant cette séance, je ne dirai rien sans accord de leur part, sans un partenariat plein avec eux sur ce qui pourra être transmettre. Et que je suis là aussi de leur côté pour les aider à médiatiser des choses s'ils le souhaitent aussi. Sauf s'il y a un risque pour leur vie et pour leur santé? Évidemment, et ça c'est dit aussi dès la première séance. Voilà, là je serai obligée de partager, de rompre ce secret pour alerter si nécessaire. Évidemment, si leur santé, leur vie est en jeu. Le partage, et c'est une question que je vous pose tous les deux, évidemment, se fait aussi sur un mal-être qui souvent est assez indescriptible, notamment à l'adolescence, à l'école, lorsqu'on se sent incompris ou pas en phase avec ce qu'on demande. C'est vrai que c'est toujours compliqué de ressembler à ce à quoi nos parents voudraient que l'on soit ou que l'école voudrait qu'on nous formate. Toujours regarder cette singularité. À notre âge, peut-être que c'est plus facile, mais plus jeune, c'est toujours difficile d'aller vers cette voie-là. Comment guider un jeune vers cela? Gershon Pinon. C'est un vaste sujet. Je crois que durant toute la construction de notre vie, on est confronté à devoir écouter une source de vie intérieure qui vient de nous et qui a des envies et des idées, qui doit se conformer dans une source de vie extérieure qui cherche à nous pousser. Non, mais ça, je crois que c'est même à nos âges, c'est pas, on a quand même toujours des envies sur lesquelles on va comparer certains modèles ou certaines choses morales et sociales et qui sont pas faciles. Donc, non, je crois que c'est vraiment tout l'art de l'accompagnement thérapeutique et d'aller faire émerger toute cette capacité de l'individu de pouvoir s'écouter, de pouvoir s'identifier, de pouvoir s'affirmer en tant que tel et d'aller respecter ses besoins et ses valeurs fondamentales. Amélie Bougobza, une réponse aussi à cela? Je suis d'accord évidemment avec ce que Gershon vient de dire, mais j'ajouterais aussi que c'est d'autant plus difficile chez les jeunes et d'autant plus difficile actuellement à mon avis. Alors la crise identitaire fait partie, les crises identitaires font partie évidemment de la jeunesse à minima. C'est quand même le moment où on se pose des questions sur son identité, qu'elle soit identité de genre, sexuelle, professionnelle, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça c'est d'autant plus exacerbé, si vous voulez. Le fait de devoir se trouver dans une catégorie, j'entends quand même de ces choses qui n'existaient pas jusqu'il y a quelques années encore. Alors, je ne sais pas si Gershon est d'accord là-dessus, mais moi, j'entends en consultation de la part des jeunes des questionnements autour de ces identités de genre, de ces identités sexuelles qui n'existaient pas jusqu'il y a encore 5 ans. Et qui sont vraiment très récurrentes et qui les met quand même à un jeune âge, à un âge où il est normal de se questionner, dans des grandes confusions. Des grandes confusions que vous gérez comment, justement? Parce que vous suivez des formations pour pouvoir répondre à cette nouvelle question, puisque vous dites vous-même que vous n'étiez pas confronté à cela auparavant. Amélie Bougobza. En tout cas, on se renseigne, on lit, on regarde ce qui se fait, on échange aussi avec eux, on apprend évidemment du terrain.
Mais c'est extrêmement compliqué parce que, en tout cas, ce à quoi j'ai été quelquefois confrontée ces dernières années, c'est que ces questionnements sont très rapidement traités par ailleurs, en fait, si vous voulez, par des professionnels à l'extérieur, en dehors des suivis que nous, on peut faire en consultation. Et du coup, c'est assez difficile, si vous voulez, quand un jeune de 16 ans se pose des questions sur son identité de genre et qu'il pense à des opérations, qu'il pense à des transformations et qu'immédiatement on lui amène une réponse avec une possibilité très rapide de ce changement, avant même de prendre un temps et de questionner un certain nombre de choses, ça me paraît extrêmement dangereux. Remise en question aussi du rôle des parents, peut-être, qui est importante, hein, parce que lorsqu'on propose une opération rapide, c'est que c'est un questionnement qui n'a pas été réellement fait et pris, qui n'a pas pris son temps, je veux dire, de questionnement. Oui, tout à fait. Ça manque de maturation, si vous voulez, de discussion aussi dans les familles. C'est pour ça que je vous dis aussi qu'il faut vraiment davantage, à mon sens, impliquer les familles dans les prises en charge des jeunes, notamment. Pinon, pareil, vous faites intervenir aussi les familles dans un premier temps pour après ensuite discuter, peut-être même souvent il faut pouvoir parler un peu avec la mère et le père et travailler aussi avec eux à côté. Ouais, et puis c'est aussi intéressant de voir un peu les dynamiques interactives qui se jouent entre les différents rôles dans la famille, entre le papa, le maman, l'enfant, la sœur, tout ça. Donc ouais, évidemment c'est quelque chose que l'on fait, même si après... Une fois que ce cadre, je rejoins sur ce que dit ma consoeur, est posé, c'est très bien après de travailler en one-to-one, mais en tout cas je rebondis. Et oui, il y a des choses qui apparaissent et il y a des questionnements que l'on voit apparaître. C'est vrai que travailler le psyché, c'est quand même pas vraiment très français, hein. Ça le devient de plus en plus, et tant mieux, mais bon, on a toujours cette tendance un peu ici à se dire, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Alors on vous le dit, oui, hein. Clairement c'est utile, ne vous posez pas cette question-là. En revanche, malheureusement, les Français restent champions aussi, je le disais en début d'émission, de consommation d'antidépresseurs. Est-ce que c'est la même chose aussi du côté des jeunes? Est-ce que vous avez les chiffres, Gershon Pinon? Non. Alors je vous les donne, parce que quand même, en 2023, l'explosion de la consommation de psychotropes par les enfants et les adolescents, pointait une hausse de 62% sur les antidépresseurs, 155% pour les hypnotiques et sédatifs et 48% pour les antipsychotiques, quand même. Ça, c'est assez terrifiant, non? Oui, mais en effet, mais qui doit aussi aller, comme vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, avec l'augmentation de la prise en charge, en tout cas l'ouverture de ce sujet qui a... Mais oui, c'est terrifiant. Est-ce que Amélie Boukobza, on peut vous travailler aussi avec de concert avec les médecins aussi, et les pédiatres même peut-être, pour justement cette prise en charge à la fois médicale, donc médicamentée, et en même temps psychologique? Oui, tout à fait. Je travaille de concert avec les médecins et les pédiatres, en effet, et les psychiatres. Alors, j'essaie toujours aussi d'orienter vers les psychiatres et pas uniquement les médecins généralistes qui ont aussi une facilité, si vous voulez, à prescrire aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, il y en a qui a une facilité quand même à prescrire rapidement des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et je renvoie quand même, alors je sais que les consultations psychiatriques sont aussi extrêmement chargées, extrêmement complètes, mais je renvoie vers mes confrères et consoeurs psychiatres qui sont quand même les spécialistes de la santé mentale, en tout cas en termes de médication. Scolaires, hein, souvent je dis infirmières parce que ce sont des femmes, sont les premières aussi voies vers une prise en charge avec des psychologues dont vous faites partie l'un et l'autre. Peut-être que c'est ça aussi dont on a plus besoin. Il y en a trop peu dans les écoles, Gershon Pinon. Oh oui, en tout cas, je pense que toute personne qui peut intervenir sur le parcours santé mentale d'un individu, que ce soit sur une petite alerte orange ou une recommandation, enfin, tout est bon à prendre, hein, tout est bon à prendre. Je tiens à souligner quand même que Michel Barnier avait souligné aussi l'importance de la cause de cette santé mentale chez les jeunes. La dissolution, malheureusement, a mis tout ça un peu en suspens. Peut-être que ça va revenir sur le devant de la scène, on l'espère. En tout cas, merci à vous deux d'être venus de près ou de loin sur le plateau du Grand JT. Amélie Boukobza, merci. Vous êtes psychologue. Il me semble que vous êtes à Antibes, si je ne me trompe pas. Merci d'avoir participé au Grand JT. Gershon Pinon, également psychologue, merci. Vous êtes à Paris, vous, de votre côté? Bordeaux. À Bordeaux, à Bordeaux. Deux villes magnifiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Président et cofondateur de l'application Brimk et Hypnolledge, les deux, hein, on les cite quand même. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir par Skype Jim Bishop. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de cet album L'Enfantôme, paru aux éditions Glénat. Un album que j'ai adoré, aussi attrayant que terrifiant. Peut-être d'ailleurs attrayant parce que terrifiant, en même temps très touchant. Une histoire d'ado, une histoire d'évolution, une histoire de famille aussi, une histoire en lien avec l'école. On va parler de tout ça. Ce roman graphique donc raconte l'adolescence avec la transformation physique déjà de la mue, de la voix, mais aussi l'acné, qui vaut d'ailleurs le surnom de boutonneux au personnage principal, le harcèlement aussi qu'il subit à la récréation. J'ai l'impression que c'est du vécu. Ça l'est pour moi. Est-ce que surtout ça l'est pour vous? Est-ce qu'il y a une petite part autobiographique? Ouais, c'est très très autobiographique sur certains points de la bande dessinée, notamment sur l'acné, un peu le harcèlement, mais pas tant. C'est plus sur la difficulté à trouver sa place dans un milieu, dans un système, on va dire, là, qui est pour le coup le système scolaire. Et ouais, du coup, très autobio, ouais. Très autobiographique, ouais, cette première image, hein, on ouvre sur cette image-là, hein, cette illustration-là, où on le voit, donc, ce personnage principal qui est à la fois dans l'ombre et la lumière, avec ses cheveux roses. Vous aussi, vous avez les cheveux roses? On est jusqu'à ce point dans l'autobiographie ou pas? Non, quand même pas, non. Mais je trouvais que ça lui donnait une singularité, j'aimais bien. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi, justement, cette singularité-là par le biais des cheveux? En fait, juste faire les cheveux roses, ça me permet de me distancer du personnage. Je crée vraiment une distance pour pas trop m'impliquer émotionnellement. Déjà que je donne beaucoup émotionnellement et ça me permet de l'identifier et de me permettre des choses que peut-être je ferais pas si je me disais ah il me ressemble trop ce personnage. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Je me dis c'est pas vraiment moi quoi. Alors je vais oser vous partager ce que j'ai ressenti moi quand j'ai vu cette première image et ces cheveux roses et ce garçon qui est prostré comme ça avec ses boutons. On sent qu'il n'est pas forcément bien ou pas à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était pour montrer une certaine forme de joie en fait, d'allégresse mais qui était intime. Je sais pas, j'ai vu le rose comme ça. Est-ce que ça paraît curieux ou pas? Non, c'est ça, c'est ce qu'est le personnage en réalité. On le voit que dans l'histoire, il se laisse pas complètement abattre par tout ce qui lui arrive. Il reste assez enthousiaste au final. Et c'est même un propos à un moment donné où, sans spoil, mais il y a un des personnages qui lui dit qu'il restait quand même assez ouvert et assez motivé par la vie, quoi, malgré tout ce qui se passe. En tout cas, quand il était enfant, quoi. Motivé par la vie, effectivement, malgré tout ce qui se passe. Alors quand on dit ce qui se passe, c'est l'univers de l'école surtout, l'univers familial, mais on va y venir juste après. Déjà l'univers effectivement du collège qui semble être un univers hostile, en tout cas à travers cet album. Une pression qu'on découvre très jeune. Ouais, c'est un peu... En fait, c'est la pression des parents qui... En fait, quand j'étais gamin, moi, mes parents me mettaient entre guillemets la pression. Je dis entre guillemets parce que c'était pas aussi fort que ce que j'exprime dans l'album, parce que je pense que j'extrapole énormément l'émotion, mais ils me mettaient la pression, mais c'était une pression finalement qui venait pas vraiment d'eux. C'était une pression qui venait d'un système de réussite, etc. Et en fait, c'est ça que j'ai essayé de retranscrire dans la bande dessinée. C'est en fait, est-ce que on a le droit d'être aimé à partir du moment où en fait on est en échec? Et en fait, est-ce que l'amour, ça correspond à le fait de réussir? En fait, c'était un peu ça aussi que j'essayais d'exprimer. Et la pression scolaire, ouais, elle cadre beaucoup de choses. Et c'est aussi comment sortir de ce cadre et qu'est-ce que ça provoque en fait chez des jeunes adultes au final, ce système de pression en fait. Oui, une dénonciation effectivement du système scolaire avec cette pression à la fois sur les élèves, entre les élèves aussi, et bien entendu derrière cela il y a le harcèlement qui est là, et puis une pression aussi sur les parents qui deviennent complètement fous. D'ailleurs on les voit, alors là j'ai pris la première image que je voyais, mais où on voit ces personnages qui sont absolument terrifiants, quoi. On les apparente, attendez, je vais faire une faute de français, ils sont apparentés à des monstres. Ouais, c'est ça en fait, et ils perdent complètement pied, ils sont gonflés de pression et ils comprennent même pas pourquoi au final. Et c'est ça en fait qu'on essaie de voir au fur et à mesure de l'album. Enfin, on comprend quand même un peu, mais voilà, c'est la pression scolaire
qui est illustré à travers les parents et à travers disons-le clairement, les parents ont envie de tuer les enfants s'ils ne réussissent pas leur année. Voilà, c'est comme ça que j'exprime le sujet. Et parce que, en fait, c'est une phrase, je trouve qu'on s'est tous plus ou moins dit à la fin d'un contrôle où on se disait oh non, mes parents, ils vont me buter et tout. Enfin, moi, je me le suis déjà dit. Et c'est de là d'où vient aussi l'idée, c'est de prendre cette phrase au premier degré et d'en faire un sujet qui, pour moi, est un sujet social. La pression, c'est quelque chose qu'on a tous subi, en fait, plus ou moins, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais à l'école. Je pense qu'on a tous subi ça à un moment de la part de nos parents à travers ce système. Oui, il y a la pression et puis le côté d'uniformité. On doit tous porter le même jean à la mode au même moment, la même casquette qui va bien, avoir tous les mêmes notes, la même faculté de penser, les mêmes prédispositions finalement, le même intérêt pour les mêmes matières. Enfin, cette espèce de système que vous dénoncez où on ne recherche pas la singularité. Non, et puis même là, pour parler de manière plus pragmatique, en fait, on décrit des matières comme quoi elles seraient plus importantes que d'autres. Et tout ce qui est matière manuelle, ça je l'exprime pas forcément dans le livre, mais c'est plutôt quelque chose que moi je ressens. Et les matières manuelles, elles sont pas forcément valorisées à leur juste valeur, alors que pour dire quelque chose de très basique, apprendre à cuisiner, pour moi, c'est quelque chose qui devrait faire partie de l'éducation, tout simplement. Parce qu'en fait, quand on se retrouve jeune adulte et qu'on fait tout simplement, on n'a jamais appris à cuisiner parce que nos parents n'ont pas appris ce temps-là, peut-être que l'école aurait pu nous l'apprendre et plein d'autres choses comme ça de la vie pratique que je trouve qu'on nous apprend pas à l'école, qui sont peut-être plus intéressantes parfois que des équations de maths hyper complexes, même si c'est aussi très intéressant. Mais je trouve qu'il y a des choses qu'il faut revenir à des valeurs parfois et pas genrer forcément la chose, pas dire les filles elles doivent cuisiner, les garçons ils doivent faire de la mécanique, non, ouvert à tous ceux qui ont envie de s'intéresser à une matière autre que des matières intellectuelles qui sont pas forcément meilleures. Et en fait, on peut lier même les choses. Quand on fait les choses intelligemment, en fait, on peut faire des choses super cool en manuel. Donc, dans le manuel, et du coup, c'est aussi ça que j'avais envie de dire, c'était que oui, on uniformise tout, la façon de s'habiller. Enfin, je vais répéter ce que vous avez dit, quoi, mais ouais, ça parle de conformisme en fait et d'anticonformisme. C'est assez dur en fait d'en sortir quand tout un système nous conditionne à aller dans une direction. Et c'est oppressant, quoi. C'est oppressant. Et en plus, c'est remarquablement fait parce que dans les dessins des parents, on voit bien que eux, justement, ne sont pas tous les mêmes. Évidemment, ils ne sont pas tous conformes ou uniformes, si je puis dire. On voit bien des pères et des mères extrêmement différents, qu'on imagine dans des milieux différents, dans des vies totalement différentes. Et pour autant, qu'ils sont pris par cette même pression, comme s'il y avait... tout était lié au mérite, quoi. On ne peut aimer que si on a mérité de l'être, mais que par la note. C'est ça, c'est vraiment un ressenti, je pense, qui est assez global. En tout cas, je parle pour ma génération, des gens de ma génération, et je pense pas que, mais c'est un sentiment, ouais, que l'amour n'est donné que si on a été méritant, quoi, par une action qui serait la bonne note dans ce cas-là. Et en fait, c'est quelque chose qui se poursuit en tant qu'adulte, en fait. C'est que en fait, on a ce souci de la réussite, cette constante volonté de courir après quelque chose, parfois qui n'existe même pas. Et ouais, en fait, on est un peu comme des ânes qui courent après des carottes, en fait, disons-le clairement. Et moi, c'est un truc dans lequel je suis tombé, et c'est quelque chose que maintenant, je me refuse complètement. Et voilà, du coup c'est un peu ça que je voulais dire aussi. Alors justement, comment vous avez fait pour pouvoir regagner confiance en vous? Comment font ces élèves qui vivent ça, parce que vous n'étiez pas le seul, pour pouvoir se dire non, je peux être différent et je peux y arriver autrement, m'accomplir autrement? Je ne sais pas si je peux le dire, mais dans la bande dessinée, il y a une solution très simple. C'est de dire vulgairement que je suis pas d'accord avec toi, en fait. Moi, j'ai ma vision du monde qui me fait du bien et elle fait du mal à personne. Du coup, tu dois juste accepter que cette vision du monde existant, que je fais de mal à personne, en fait, j'ai le droit d'exister d'une autre manière que toi. Et du coup, de sortir du système que tu m'as imposé. Et je parle même dans un schéma familial, hein, parce que tout ça est la même chose, quoi.
c'est des systèmes au final. Et moi, je pense que de dire bah non, en fait, je veux pas de ça. Voilà, ça, moi, ça me fait pas du bien. Moi, je vais aller vers ce qui me fait du bien. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que rentrer dans un conflit et tout. J'ai pas envie de rentrer dans un conflit. Je veux juste que tu me laisses tranquille ou que tu acceptes ce que je vis. Et c'est un peu ça. Je le dis à la fin du livre, mais de manière un peu plus vulgaire. Et ouais, je pense qu'il faut juste dire stop, quoi, à un moment donné, tout simplement. C'est dans la seconde partie de cet album, Jim Bishop, on voit apparaître des fantômes. Je ne veux pas non plus tout raconter, mais on peut dire ce qu'ils représentent ? Ça représente un peu, c'est l'enfantôme, quoi. C'est l'enfant intérieur au final. C'est un peu ce qu'on perd à un moment donné, justement, quand on a cédé un peu à un système qui est rude et qui nous oppresse. Je pense qu'on perd un peu de notre âme d'enfant. Et on perd peut-être des envies créatives qu'on a quand on est gamin et qu'on ne juge pas. Et que quand on grandit, on se dit « Ah non, ça c'est pour les enfants, ça ». Rien que la bande dessinée, pendant des années, a été jugée comme un art pour les enfants et qui aujourd'hui a énormément évolué et qui en fait n'était pas pour les enfants, même à l'époque où on le qualifiait comme ça. Mais du coup, il y a plein de choses comme ça qui, en grandissant, on perd un peu une espèce de chose à l'intérieur. Et ça nous enlève un peu je trouve, enfin, je fais une généralité, mais ça enlève un peu, ouais, ce petit enfant intérieur. Ouais, c'est ça l'enfantôme et ces fantômes qu'on retrouve dans la deuxième partie de l'album. Et peut-être la pureté aussi qu'on retrouve à travers un autre personnage essentiel de l'album, qu'on retrouve assez vite. Une amitié est née entre les personnages principaux. Je me souviens plus des prénoms, pardon, mais c'est Nims, je crois. Nims, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc, on voit effectivement cette symbolique très forte, à la fois très forte, pardon, de la pureté d'un côté et comme de l'autre, mais vécue différemment. Et puis aussi encore une fois, ode à l'amitié de la famille que l'on choisit. C'est ça. Il y a des gens, en fait, qui ne font pas partie de notre milieu familial, personnel, biologique, mais qui ont un regard plus doux sur ce qu'on peut être ou qui on peut être. Et ça, je pense que c'est ce regard-là, en fait, pour moi, vers lequel on doit aller, les gens qui nous acceptent. Et une seule personne dans notre entourage peut nous aider à surmonter énormément de choses, en fait. Et c'est un peu la morale de l'histoire, au final, de cette bande dessinée. Je la spoil plus ou moins, mais c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un système qui est lourd, mais une seule personne peut nous aider à l'affronter ou à le vivre avec beaucoup plus de sérénité, quoi. Ce petit clin d'œil à la fin que je trouve absolument génial pour terminer cette interview avec marqué fin sur la 4e de couve. J'adore. Merci beaucoup Jim Bishop d'être venu par Skype, mais d'avoir participé au Grand JT avec votre nouvel album qui vient de paraître aux éditions Glénat, L'Enfantôme. Merci 1000 fois. Je vous souhaite plein de succès. À bientôt Jim Bishop. On va retrouver tout de suite Guillaume Bain pour sa chronique. Pour votre chronique, Guillaume, bien sûr, on va parler du Vendée Globe, cette victoire mardi dernier de Charlie Dalin, de ce record qu'il a battu. Mais avant cela, on va revenir sur l'histoire de cette course. Avec cette idée qui est venue de la Golden Globe, en fait Challenge, un défi de voile qui a été organisé en 1968 par un journal britannique à l'initiative de Sir Francis Chichester. La première course autour du monde en solitaire, sans escale, sans communication, et uniquement avec un sextant pour se diriger, une boussole, une course qui passait par 3 caps. Il y avait le cap notamment de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, le cap de Levin au sud de l'Australie et puis le cap Horn bien sûr au sud de l'Amérique latine. 9 pionniers qui se sont donc élancés à cette époque et puis il y en a un qui est revenu après 313 jours en mer. C'était le 6 avril 1969, c'était un Britannique. Et 20 ans plus tard, c'est un Français, Philippe Gentot, qui a lancé cette idée d'une nouvelle course autour du monde en solitaire, mais sans escale. C'est ainsi que naît le Vendée Globe. Vous avez le parcours qui va s'afficher dans quelques instants. Et le 26 novembre donc 1989, on a 13 marins qui vont prendre le départ de cette première édition. Elle va durer plus de 3 mois. 7 vont rentrer notamment au Sable d'Olonne, le point de départ et d'arrivée, qui reste encore aujourd'hui le cas. Et en tout, 200 concurrents, hommes et femmes, puisque c'est une course mixte, qui ont pris le départ. 114
14 ont réussi notamment à couper la ligne d'arrivée. C'est dire l'extrême difficulté de cet événement qui se déroule tous les 4 ans. Vous nous rappelez, cher Guillaume, les caractéristiques et surtout les règles du Vendée Globe ? Ça s'appelle l'Everest des mers, ça porte bien son nom puisque c'est la plus grande course à voile, donc autour du monde et solitaire, le tout sans escale, donc impossible de s'arrêter, sauf en cas de pépin et en cas de besoin de réparer notamment son navire. Sinon, c'est sans assistance, la seule et unique qui est tolérée, c'est s'il y a un retour à faire au Sable d'Olonne, mais sinon vous comptez que sur vous-même, les marins qui doivent donc naviguer, qui doivent réparer les avaries, qui doivent tout simplement se diriger et donc avoir également la carte en tête. Vraiment, il faut tout faire tout seul. La distance, 45 000 km, cela correspond à 24 000 miles en théorie, puisque les solitaires vont composer avec le vent, la glace, les vagues et la houle. Le départ donc des Sables d'Olonne au milieu de l'automne, un trajet notamment au cœur des mers du Sud en plein été austral, et puis le retour l'hiver donc en Vendée. L'Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien qui sont donc traversés. Les bateaux, ce sont des IMOCA de 18 mètres de long qui peuvent atteindre aujourd'hui jusqu'à 40 nœuds, c'est équivalent à 80 km/h. Le prix du bateau, au fait, si vous souhaitez investir, entre 5 et 7 millions pour ce petit bateau. Alors revenons sur cette 10e édition avec ce record battu par Charlie Dalin. Effectivement, sur son IMOCA Massif Santé Prévoyance, 64 jours, 19 heures, 22 minutes, 49 secondes pour être totalement précis, soit 10 jours d'avance que le précédent record d'Armel Lecléache. C'était sur l'édition 2016-2017. Écoutez justement sa réaction, c'était à l'arrivée, c'était donc mardi dernier sur France Inter. 64 jours, c'est un coup sur l'organisme, c'est des vitesses très élevées, c'est un bateau qui tape quand il y a de la mer, forcément c'est éprouvant physiquement, et je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour récupérer de cette édition. Il y a 4 ans j'avais mis un peu plus de 8 mois, ça sera sûrement dans le même ordre de choses cette fois-ci. En fait la fatigue est tellement profonde dans l'organisme que voilà, on met du temps à l'évacuer. Un vrai lit ça va être super, et aussi une vraie douche, j'ai même pas eu le temps de prendre une douche à l'eau de mer. Une victoire en solitaire donc, mais surtout collectif, car il y a eu 3 années de travail sur les bateaux pour qu'ils puissent être ces bateaux plus compétitifs. Charlie Dalin, une nouvelle fois, cette fois-ci, c'était sur Ici Paris dans ma France. Au final, le Vendée Globe, c'est la partie émergée de l'iceberg. Voilà, ça fait des années qu'on prépare tous les deux l'épreuve, qu'avec l'équipe, on a conçu ces bateaux, on a pensé ces bateaux en pensant à ce Vendée Globe 2024. On les a construits après, on les a mis à l'eau, on les a testés, prouvés, modifiés. Et l'équipe forcément joue un rôle central dans toute cette préparation, dans toute cette mise au point. Et la qualité de l'équipe est forcément prépondérante, primordiale pour après nous permettre de pouvoir tirer aussi fort sur les machines en sachant que les pièces vont tenir, qu'elles vont tenir le choc sur la longueur hors norme de la course. Charlie Dalin donc au micro de nos confrères de France Bleu devenu ici. Pour compléter le programme en 2e position et arriver le lendemain, c'est Johan Richomme, le skipper de Paprec Arkema à 41 ans. Et puis Sébastien Simon, le local de l'étape, lui, qui prend la 3e place. Des exploits qui ont d'ailleurs été salués par le président du Vendée Globe et le président du conseil départemental, Alain Leboeuf au micro, là encore une fois, de nos confrères de France Bleu. La légende continue à s'écrire avec cette 10e édition, et on voit qu'on a des bateaux de plus en plus préparés, des marins aussi de plus en plus entraînés, j'ai envie de dire. Et puis à l'image de nos 2 merveilleux vainqueurs, Charlie et Johan, on voit combien ils se préparent, combien chacun a envie de gagner ce tour du monde en solitaire. Et on voit un peu la force de caractère de ces femmes et de ces hommes qui sont capables d'aller faire le tour du monde dans des mers qui peuvent être parfois déchaînées. Alors cette année, il y avait 40 bateaux, il y a pour l'heure 6 abandons et 6 femmes qui sont toujours en mer. Un mot également des prize money, comme on dit, ce que va remporter Charlie Dalin, 200 000 €, c'est un quart en fait de la dotation financière globale, 800 000 €, car chaque skipper doit payer un droit d'entrée. Sachez que le second qui est arrivé, c'est 140 000 € et puis 100 000 € pour le 3e. Ensuite, ils se répartissent le reste de l'argent. Et depuis plusieurs années, eh bien, cette course se veut écologique avec un
vrai enjeu environnemental. Oui, effectivement, une collaboration est née entre le Vendée Globe, Carbone 4 et puis Tuvalu, qui sont des experts reconnus. 10 engagements ont notamment été pris une nouvelle fois cette année, comme la sensibilisation du public à la préservation de l'environnement et de l'océan, protéger la biodiversité sur le parcours de la course là aussi, comprendre la mégafaune marine ou encore un partenariat qui est fort avec l'UNESCO. Et puis, pour toutes celles et ceux qui venaient, il y avait des avantages avec notamment la SNCF. Justement, à ce sujet, écoutez une nouvelle fois Alain Leboeuf, c'est le président donc, du Vendée Globe et de la région. C'était au micro de Camille Tribet pour la radio RZN. L'un d'entre eux, ça va être justement d'éviter des zones de protection de la biodiversité, là où on peut rencontrer les baleines, là où on peut rencontrer les énormes poissons, la macrofaune d'une manière générale, pour éviter tout accident d'une part pour les skippers, mais d'autre part, il est une impérieuse nécessité pour nous de respecter cette biodiversité. L'océan est un merveilleux terrain de sport, mais encore une fois, il faut que nous puissions cohabiter, et c'est pour ça qu'il y aura cette fois-ci des zones d'exclusion qui devront être respectées par nos skippers. Et pour ce faire, 25 skippers sont partis en mer avec du matériel qu'ils ont laissé, avec lesquels notamment ils vont pouvoir récupérer des données qui seront ensuite traitées et qui seront rendues publiques. C'est le souhait notamment du Vendée Globe. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique sur le Vendée Globe et encore félicitations à Charlie Dalin. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pourquoi cette fusée de Tintin, elle est décorée par un damier rouge et blanc? Parce que le damier permet de calculer en fait le roulis, le tangage et puis les basculements de la fusée. Donc ensuite ça permet de profiler son équilibre en cas de rotation dans l'espace. Donc en effet, Hergé s'en est inspiré pour Tintin et c'était initialement ça venait des fameux V2. Voilà, les origines ne sont pas du tout pacifiques. Alors non, comme souvent, les origines sont malheureusement guerrières. C'est vrai. Et alors, c'est même une ironie de l'histoire, parce que tout commence avec les nazis, pour tout dire, puisque c'est donc Adolf Hitler qui espère, avec les V2, emporter la Seconde Guerre mondiale. V2, c'est le nom de sa fusée, qui est un missile, en fait. Qui est un missile. Il va faire 2 essais, mais on est déjà en septembre 1944, à Maison-Alfort. Il y en a un qui va une 6 morts, 36 blessés, quand exactement. même. Ouais. Et puis aussi à Chiswick, près de Londres. Et donc, ça va. Mais alors, il arrive trop tard, heureusement, pour tout le monde. Mais donc, tout ça a été conçu depuis la base de Peenemünde, où il y avait un certain nombre de scientifiques nazis. Or, évidemment, c'est une île, c'est ça, en Allemagne du Nord. C'est ça. Ouais. Et alors, au moment où la guerre s'achève, eh bien, les scientifiques vont être fort maris, parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils n'osent pas trop venir en France, parce que on a été un petit peu occupés par les nazis aussi, Vichy, tout ça. Donc, ils se disent, c'est pas très bon pour nous. Ouais. Donc, ils vont aller se jeter dans les bras des Américains. Et donc, les premiers scientifiques qui vont travailler sur le programme spatial américain sont issus viennent des nazis, en fait. Un jeu de cartes qui s'appelle Nebula. Je veux bien justement que vous nous en présentiez le principe. Pourquoi avoir créé ce jeu? Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques informations? Alors effectivement, c'est un jeu bien réel, physique, en papier et en carton qu'on a eu envie de lancer, qu'on a lancé semaine dernière officiellement au sein de l'événement Média en scène et que l'on bêta-teste au sein de l'école ici depuis quelques mois, depuis la fin de 2024 avec nos professeurs et nos élèves journalistes. L'idée, c'est la suivante, c'est de se dire que dans un monde extrêmement connecté où aujourd'hui il y a un floutage des lignes très fort entre médias traditionnels, nouveaux médias, informations qui sont diffusées par les individus eux-mêmes. Il y a des choses qui sont fausses, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses de prime abord et qui deviennent vraies, et inversement. Bref, c'est extrêmement compliqué d'arriver un peu à comprendre et arriver à voir quel est le bon grain livré et arriver à discerner tout cela. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que rien de mieux qu'un jeu, non pas numérique mais papier, très simple, un jeu de société qui va nous permettre bien simplement d'apprendre les bons réflexes pour faire face à des informations ou de la désinformation. C'est le livre d'un professionnel en colère, d'un professionnel inquiet, d'un professionnel frustré? Alors, je crois que dans l'état actuel des choses, je vais dire dans une formule, mais il me semble que si on n'est pas en colère, en ce moment de là où nous en sommes par rapport au fonctionnement de l'éducation, dans l'Hexagone et au-delà, parce qu'il ne s'agit pas de fixer comme ça la critique sur des situations, c'est un phénomène qui est très très large, mais il y a quelque chose qui se passe mal. Nous avons un problème et nous n'avons pas les réponses. Donc quand on est dans une situation comme ça, on est un petit peu psychologiquement dans un état un peu limite.
quand on veut faire son travail. Donc on peut l'appeler une colère. Donc c'est effectivement un affect de départ. Mais ensuite, je dois dire qu'au-delà de la colère, l'intention de ce livre n'était pas de faire de la philosophie très conceptualisée, très spéculative, ce que j'aurais pu faire. C'est une intention qui est une intention politique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé des concepts de philosophie, mais que j'ai essayé quelque peu de détendre. Des annexes qui tracent le panorama du statut de beau-parent. Je dis statut en France, mais en 2025, le beau-parent, il a ni droit, ni devoir, enfin, à très rares exceptions près, alors que dans plein d'autres pays, c'est pas pareil. Oui, on est effectivement un peu en retard sur ce sujet, alors que les beaux-parents, vous l'avez dit, sont très nombreux, et que de fait, ils sont là pour s'occuper des enfants, pour se rendre, par exemple, aux réunions dans les établissements scolaires. Enfin, ils sont présents, mais juridiquement, eh bien, on peut leur opposer ce vide et en fait les empêcher finalement d'agir dans des situations d'urgence, par exemple, parce que ce lien n'est matérialisé par rien dans les textes. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple d'exercice, de jeu que les élèves vont devoir résoudre ? Alors tout à fait, le principe est extrêmement simple. Vous êtes face à un contenu, quel qu'il soit. Ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être un texte, un article. Et vous vous posez des questions au sens où vous ne savez pas trop si c'est vrai, c'est pas vrai. Ça vous paraît un peu suspect, mais vous n'avez pas les réflexes, vous n'avez pas les éléments pour arriver à comprendre cela. Et donc vous allez pouvoir les passer au crible de ce jeu. Donc comment ça se présente ? Nebula. Donc Nebula d'ailleurs en italien ça veut dire le nuage, ça veut dire le brouillard. Et donc l'idée de ce jeu, c'est de passer au travers du nuage et au travers du brouillard et d'arriver à le dissiper. Donc en fait, c'est un jeu qui est en 3 étapes. La première étape, en fait, elle va vous permettre de chercher les indices qui vous permettent de vous faire une idée sur est-ce qu'on est face à un contenu litigieux ou pas. Donc on va vous poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ? Est-ce que le contenu en lui-même fait énormément appel à l'émotion ? Est-ce qu'il y a des éléments orthographiques ou typographiques comme des points d'exclamation, des smileys, etc. Est-ce que le contenu en lui-même apporte une vraie information ou en fait pas du tout, et ainsi de suite. Donc il y a 8 cartes comme cela qui vont vous permettre déjà de vous faire une première idée, et vous allez les classer en disant voilà, les indices que je viens de trouver, ils sont présents ou ils ne sont pas présents. Si vous avez plus de 3 indices présents, eh bien c'est que vous êtes peut-être face à un contenu litigieux, et là vous allez passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est quoi ? C'est une qualification du contenu en lui-même. Donc là, vous allez avoir 8 tests qui vont être faits. Ces 8 tests, c'est quoi ? C'est est-ce que l'auteur est connu ? Est-ce que le média est connu ? Est-ce que les informations qui sont données dedans sont plausibles ? S'il y a des références qui sont faites à des études, est-ce que ces études existent ? Qui est l'émetteur ? Est-ce qu'on peut croiser des sources par exemple, en cherchant sur plusieurs moteurs de recherche, est-ce qu'on trouve la même information ? Est-ce que plusieurs personnes en parlent ou juste quelques personnes, voire une seule personne, et ainsi de suite. Et donc, à nouveau, à chaque étape, on va dire ça existe ou ça n'existe pas, ou tout au moins c'est validé ou ce n'est pas validé. Et une fois que vous avez fini le schéma, si vous avez un nombre conséquent de cartes qui restent validées, c'est qu'a priori, vous êtes face à une fake news, et là, vous passerez à la dernière étape, qui est celle de la qualification, on va dire, de l'importance de la fake news. C'est un jeu qui pourrait être diffusé, Damien, dans toutes les écoles de France ? Alors nous, ce serait notre ambition, au sens où Narrative, on l'a mis aujourd'hui en ligne gratuitement en licence Creative Commons sur notre site. Donc il vous suffit d'aller sur narrative.school et d'aller dans les actualités, vous allez le trouver et vous pouvez le télécharger. Il y a le jeu de cartes et la règle du jeu. Vous imprimez le jeu de cartes, vous le découpez et vous êtes prêt à jouer. Vous avez fait un travail presque archéologique, donc des situations bien définies. Est-ce qu'on peut retenir des idées principales sur ce qui va mal, en fait ? Alors, puisque c'est sur l'analyse des pouvoirs, il faudrait presque passer par quelques exemples. Oui. Pour voir de quoi il s'agit, oui, finalement. Alors, on peut prendre par exemple, j'ai été chef d'établissement, comment on pilote un établissement. On lui suppose, et de plus en plus dans le discours, une autonomie. Et il y a un comment de ce pilotage de cette autonomie. Les chefs d'établissement sont formés pour conduire cette autonomie. Et j'ai été moi-même très longtemps formateur de chefs d'établissement. Donc je sais à quel point ce discours fait partie des rouages de la mise en œuvre. Alors, un chef d'établissement dans son établissement, il dispose d'un certain nombre d'indicateurs.
Alors, la question, c'est d'où viennent ces indicateurs. Ces indicateurs, si on en fait une généalogie, on voit qu'à l'origine, ils sont une émanation du monde de l'entreprise, qui était dans des réflexions chiffrées par rapport à la productivité et les résultats. Et c'est cette logique-là de la performance au résultat qui a été transportée dans le service public. Il suffit de lire la loi des finances, la LOLF, par exemple. C'est absolument nourri d'un nombre incalculable de stratégies, d'indicateurs qui permet de mesurer la performance du service public. Et le cadre, les cadres aux fonctionnaires de l'État ont été complètement formés à cette logique des indicateurs, et puis c'est descendu dans l'encadrement au niveau des petites unités, donc des établissements. Et donc on aborde les enseignants avec cette logique d'encadrement. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de présenter des résultats par rapport à des ensembles, par rapport à des échelles plus larges. L'établissement par rapport au département, le département par rapport à l'État, les mathématiques par rapport à ce qui se passe dans le département, etc. Et c'est 20 ? Et c'est 20 parce qu'on suppose que les enseignants vont rentrer dans cette pensée de l'encadrement, de ces échelles-là, alors que leur travail est ailleurs. Et il n'est pas de cet ordre-là. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. En régie, à la réalisation, c'est Alice Pitavi, le son Thibaut Gouré-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci également Guillaume Buan d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de quoi. On vous retrouve bientôt, je l'espère. Oui, on va clôturer la semaine. Rendez-vous vendredi. D'accord, il fait des mystères comme ça, des énigmes. J'ai une petite sens de réflexion. Merci beaucoup Guillaume. Donc à demain pour tous les autres. Bonne soirée, ciao.